Bonjour et merci de m'accorder votre temps aujourd'hui pour cette conversation, Diane et Doris. Et je vais tout d'abord vous poser des questions peu fondamentales sur votre expérience. Et alors, pour commencer, je voulais vous demander, est-ce que vous donnez à Lewiston? Est-ce que j'habite à Lewiston? Oui, j'habite à Lewiston. Et vous êtes né ici? Je suis née à Lewiston et là, je vis à Lewiston depuis 4 ans. Enfin, aux États-Unis. Je suis revenue. Oui. Étant donné, moi aussi, je suis née à Lewiston. J'ai fait 3 ans à Philadelphie, quelques années en France, mais enfin, ma ville natale est Lewiston et je suis revenue ici avec mon mari pour élever mes enfants. Et votre enfance, vous avez passé votre enfance à Lewiston? Oui, j'ai passé mon enfance à Lewiston. Je suis allée aux écoles paroissiales. J'étais un élève à Saint-Pierre et Saint-Paul où on faisait une demi-journée de français et une demi-journée d'anglais. Ah, ok. Je parlais français avant de parler anglais. J'ai fait des études après Saint-Pierre et Saint-Croix à Saint-Pierre. Je suis allée au middle school, à Jordan Middle School et ensuite à Lewiston High School. Okay. Et ensuite, j'ai fait des études de français à l'Université du Maine à Orono, où j'ai fait une maîtrise en français. Et j'ai enseigné à Boston et ensuite dans une école privée qui était toute garçon à Philadelphie. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire une maîtrise en français. Alors j'ai fait des études encore en Europe et ensuite j'ai enseigné le français à Orono comme un apprenti, si tu veux, et j'ai eu une maîtrise là. Ensuite, j'ai travaillé et j'ai fait encore des cours supérieurs, c'est-à-dire sur le curriculum, l'évaluation. Et bon, alors j'ai fait beaucoup d'études, oui, mais j'ai commencé en français, c'était en part parce que c'était facile pour moi et parce que j'avais pas beaucoup, comment dit-on, de confiance, je crois. Me semble que là, je réussissais assez facilement, c'était un travail énorme, mais quand même. C'est intéressant que j'ai fait le français pour cette raison-là. Mais je n'ai pas perdu mon français. Alors là, je suis vraiment contente que je puisse toujours parler. Je suis contente que je puisse toujours parler, comprendre des conversations et aussi que j'ai des amis qui sont français et alors ils sont très chers dans ma vie. Parce qu'il y a encore une communauté qui veut le parler ici. Ici, à Lewiston, c'est un peu plus perdu, je trouve. Ce sont les vieux, plutôt les âgés. Moi, je suis âgée là. C'est moi. C'est bien de corriger les personnes âgées. C'est pas bien de dire les vieux. Non, c'est pas, je sais pas. Alors, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne parlent plus français. Ouais. C'est la génération plutôt de mes parents. Et moi, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que je fais du bénévole. Bénévole. Elle me corrige toujours. Du bénévole chaque lundi, alors je fais du bénévole à le pavillon de Douville où alors je passe la matinée à parler aux gens qui sont vraiment aux 90 ans et plus. Et eux, ils parlent français. Et c'était très intéressant de leur parler, d'écouter à leurs histoires. Et bon, alors voilà. Mais, enfin, c'est ma vie en un petit chapitre. Oui. Bon, Diane, elle a une vie très intéressante. Oui. Allez, je sais pas. Mais... Je sais pas, enfin, j'avais pas commencé à dire toute ma vie parce que j'attendais les questions. ok, ça va. Mais je peux continuer à parler si vous voulez. Mais je peux vous poser quelques questions. Et vous avez passé votre enfance aussi. Voilà la question. Voilà. Oui, j'ai vécu ici à Lewiston jusqu'à l'âge de... j'avais 19 ans et après, en fait, je suis rentrée dans une voiture et je suis allée jusqu'en Californie et j'ai vécu là pendant 12 ans. Et ensuite, à cette époque, j'ai décidé de reprendre mes études
Donc, j'ai fait 1 an après à Bordeaux, en France. Et une fois là, ben, je suis revenue ici pour vendre toutes mes affaires et je suis rentrée en France et je suis restée là pendant 18 ans. Et là, j'ai la nationalité française et la nationalité américaine, donc une double nationalité. Voilà. Et ça fait 4 ans que je suis revenue ici. Vous avez dit jusqu'à 18 ans à Lewiston? 19 ans. 19 ans. Ok. Donc vous avez passé des études, vous avez suivi des études Oui, à Lewiston. J'ai commencé dans une école paroissiale aussi, à Holy Cross, dans une école catholique. Et c'était-tu en français? C'était... Je me rappelle pas très bien quand j'étais vraiment petite, mais je sais qu'on avait beaucoup de cours, c'était à la fois en français, en anglais, les profs nous parlaient les 2 langues tout le temps. Par contre, on avait des cours de français. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ces cours de français parce qu'ils enseignaient un français que j'entendais pas à la maison. Donc, le français que j'entendais à la maison, c'était... moi, je dirais, c'est un genre de dialecte, un patois qui vient, en fait, c'est un mélange de Canadiens et d'Américains. Donc, on avait plein de mots, comme au lieu de dire magasin, on disait store, on va au store, la voiture, c'était la machine. Il y avait plein de mots comme ça. Donc, c'était un peu le souci que j'avais. Donc, j'ai décidé à un certain âge aussi, parce que quand j'étais plus jeune, il y avait des enfants qui se moquaient, malgré qu'ils étaient dans la même école que moi, mais ils se moquaient tout le temps parce que mon anglais n'était pas génial, mon français n'était pas génial non plus. Et donc, je parlais un mélange des 2 langues tout le temps. Donc, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais tout arrêter et que je ne voulais plus jamais parler en français. Donc, j'ai perdu mon français complètement. Et après, j'ai réappris à parler français quand je suis allée en Californie. C'est une bonne place pour apprendre le français. C'est vrai que vous avez perdu tout? Ah oui, j'ai tout perdu. Je ne parlais pas un mot de français. Est-ce que pas un mot. Est-ce que tu comprenais quand même? Je comprenais le français, mais je ne parlais plus. Et je ne comprenais pas complètement. Et ce que je comprenais, c'était des vieux mots. J'avais jamais, quand je suis allée en France, j'avais jamais entendu les mots comme chaussettes et chaussures. J'avais aucune idée de quoi ils parlaient. Et souliers. Et moi, souliers et bas. Et donc, quand on faisait des cours sur la littérature de la Renaissance, je me rappelle que c'était le vocabulaire que j'avais appris. La Renaissance, oui, moi aussi. Et c'était ce que j'avais appris. Donc, quand le prof parlait de souliers et de bas, moi, je disais, oui, moi je connais, moi je connais. Le français en France a changé, et c'est-à-dire, je sais pas, c'est bien. En France, nous on dit la fin de semaine, on dit jamais le week-end. On le dit maintenant. Mais en France, on dit toujours le week-end. Oui. Ouais. Alors ça a changé, il y avait beaucoup de mots qui n'étaient pas là. Ce qui est intéressant aussi, je crois, quand Diane parle de son histoire, c'est que justement, elle a décrit ceux qui sont une génération plus jeune que moi. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont aussi eu l'influence des écoles paroissiales, mais qui ont perdu leur français, justement, pour la raison que Diane vient de décrire. Tandis que moi, je suis la génération qui est entre une génération plus vieux, disons 10 ans plus vieux, c'est français, beaucoup de ma belle-sœur, disons, elle parle français toujours. Elle le parle chez elle, son mari parle français. Alors, c'est en termes de génération, chaque génération, me semble, en a perdu. Ils ont perdu la langue d'abord, et ensuite, aujourd'hui, ils perdent la culture. Vous pensez que la religion, c'était une bonne façon de c'est-à-dire, la religion, c'était une structure qui était vraiment forte. Oui. Dans les familles canadiennes. Tu crois pas? Oui, absolument. Oui. Et des générations, ça détérioré. Ça, c'est intéressant quand même, je trouve. Et ce qui
c'est vraiment une passion qu'on a les deux. Je ne peux pas parler pour Diane, mais c'est-à-dire que dans nos conversations, dans notre travail, on voit que on aimerait bien, on fait cet effort, énorme effort, pour mener, si vous voulez, aux enfants les traditions de leurs grands-parents. Voilà. C'est vrai. Et alors voilà les générations. Et enfin, quand j'ai une petite fille qui parle un petit peu français, elle a 4 ans, mais enfin, sa mère ne parle pas français. Ma fille, et alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire, c'était vraiment, j'ai fait l'effort, elle a fait le français chez elle, elle est allée en France, tout. Alors, elle a rejeté le français. Et c'est parce que c'était pas populaire. Et remarque qu'aujourd'hui même, on lutte contre toutes ces forces. Voilà, les forces qui n'y croient plus. Et qui n'y croient plus, même ceux qui devraient croire. C'est bizarre. C'est-à-dire, ils nous poussent à part. Voilà. Mais donc, notre objectif en tant d'enseignant et le programme du Maine French Heritage Language Program, l'objectif, c'est de faire renaître, en fait, descendre, en fait, dans un sens, le français, la culture et la fierté, surtout la fierté d'être français. Parce que là, c'est la raison que moi j'ai arrêté de parler français pendant si longtemps. Parce que j'avais complètement perdu, j'étais plus fière du tout, j'étais embarrassée. Ça, c'est intéressant aussi. C'était parce que Diane parle qu'elle avait perdu sa fierté. Et moi, je n'avais pas de confiance. Je croyais qu'être français, avoir le français, c'était quelque chose de deuxième classe. Et ce n'était pas avant que je suis allée à Philadelphie travailler dans cette école vraiment supérieure. La plupart des étudiants vont à Harvard, Yale, je sais pas où, comme ça. Là. Et il me disait, alors, madame, c'est bien que vous parlez français. Et c'est la première fois que j'ai eu, comment dit-on, un peu de fierté. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi quelque chose qui est féminine, je crois. Mon mari parle français, il parle canadien, il adore son accent. Il n'est pas du tout gêné et il était très, très, très fier d'être français ici. Son père travaillait dans un magasin, avait une affaire, était un homme d'affaires, mais lui, je ne sais pas, il n'y avait pas de problème. Mais je pense aussi que c'était parce qu'il était dans un quartier français. Il était à la paroisse Sainte-Famille. La paroisse Sainte-Famille, c'était vraiment fort français. Vraiment fort. Il y avait très peu de gens qui ne parlaient pas français. C'était eux qui ne parlaient pas français qui n'étaient pas fiers. C'est intéressant. Tandis que moi, j'étais en ville, en pleine ville. Downtown, si tu veux. J'étais à l'école Saint-Pierre et Paul. Très proche d'ici. Ça n'existe plus maintenant. Ça a été détruit. Cette grande école. Mais l'école Sainte-Croix aussi, c'était un quartier plus fort. Je suis un peu surpris que tu as trouvé qu'il y avait beaucoup. Mais peut-être que c'était dans ton quartier familial que ces je enfants-là. ne sais pas, en fait, c'était aucune idée. Moi, je pense juste que c'était une question de assimilation. Oui. Pensez-vous que ça a été une idée créée par des profs, par des enseignants non, pas du tout. En école primaire, à l'école secondaire? Mais le français n'était pas soutenu. Qu'est-ce que tu penses, toi, de... Pas vraiment. Quand moi j'ai commencé, j'ai repris mes études pour réapprendre le français. Déjà, je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi parce que j'avais déjà une bonne base de vocabulaire et c'était juste que je n'osais pas parler. Par contre, j'avais un accent très canadien. Je disais mouais, toué et tout le reste. Et j'ai perdu ça quand je suis allée en France. Et je l'ai perdu parce que il y avait un élève à l'école qui faisait un genre de stage, un truc un peu particulier, où elle avait besoin d'enregistrer des personnes et aider les personnes qui apprenaient le français avec leur accent.
Donc, elle me faisait enregistrer tout ce que... Elle me donnait des phrases à lire et je devais les enregistrer. Et après, on faisait des séances ensemble où elle me disait non, il faut le prononcer comme ça, voilà comment il faut le prononcer. Et on a travaillé comme ça pendant quelques mois. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à augmenter le vocabulaire, mieux formuler mes phrases et aider avec l'accent que j'avais. Et c'était pas que je voulais perdre mon accent, c'était juste que ça s'est passé comme ça. Et peu à peu, je l'ai perdu et maintenant j'ai un nouveau accent. J'ai un accent quand même. Moi, pour répondre à ta question, c'est-à-dire, oui, je trouve, Diane a dit non, qu'au lycée, que ce n'était pas un problème. Pour moi, oui, c'était un problème. Je me rappelle qu'un professeur, parce que j'avais un nom français, nous avait dit que si on n'aurait pas eu, on ne pouvait pas achever, si vous voulez, une grade, une note plus haut qu'un C. Et c'est le seul C que j'ai eu pendant mes études. À force de parler français. Ouais, elle avait dit, enfin, vous ne pouvez pas écrire, vous ne savez rien, on était bêtes, tout. Ouais, enfin, et la deuxième année, c'était ma junior year. Et elle m'avait vraiment, parce que moi, je travaillais fort. Et bon, je voulais avoir des bonnes grades, parce que je n'avais aucun argent pour faire l'université. Et bon, et alors, je travaillais quand même, c'était ça. J'avais appris à travailler, c'était ça. Et bon, la deuxième année, j'ai eu un professeur de Bates, qui était marié à quelqu'un de Bates. Madame Lawler, ça s'appelait, je crois. Madame, je ne sais pas. Mais elle reconnaissait qu'on parlait deux langues. Et elle faisait l'effort de nous aider en anglais. Et avec elle, j'ai eu une note supérieure. Et c'est elle qui m'a dit, non, il ne faut pas que tu te méfies, tu peux écrire. Tu écris en deux langues, c'est pour ça que tu n'arrives pas à le faire juste. Parce que tu penses en français parfois. Alors tes phrases sont plus longues. Peut-être que tu mets l'adverbe ou l'adjectif devant au lieu. Et bon, mais cette dame, elle a vraiment la dame, je ne vais pas la nommer parce que c'est pas gentil, mais cette dame, elle vraiment, elle a fait beaucoup de dégâts. Pour il y avait beaucoup quand même comme nous. Mais mon mari, lui, il s'en fichait d'elle. Il s'en fichait. Et alors, il parlait de tours et il se fallait enlever. Et ensuite, elle est devenue, elle avait eu marre. Ils l'ont changé de classe. Tu comprends? C'est une façon de faire. Oui. Ils l'ont changé de classe. Alors lui, il arrivait très bien à se faire comprendre. À chacun ses études, je pense. Ouais, mais c'est intéressant parce que pour une raison que je peux pas comprendre, il y a des gens français ici qui ont été élevés, qui avaient beaucoup de confiance, tandis qu'il y en avait des autres qui on a eu moins. Moi, je pense que ça dépend des histoires personnelles. Ce qui nous arrive, la famille aussi. Et nous, mon père n'avait pas beaucoup de confiance. Mes parents parlaient français tout le temps à la maison. Pas d'anglais. Pas d'anglais. Si, ils parlaient anglais aussi. Mais ils parlaient surtout en français, on va dire. Et quand on voulait poser une question, et si on voulait quelque chose, surtout si on voulait quelque chose, il fallait demander en français. Moi, j'ai une bonne histoire sur ça. Il fallait demander en français. Alors, je me rappelle, non, écoute, je me rappelle le jour que mon mari m'a proposé. Alors, je me rappelle de lui dire, penses-tu que tu pourrais aller demander une permission à mon père en français? Tu te rends compte? C'est drôle, hein? Quand j'y réfléchis, alors il est rentré. Mais c'était une permission, mais c'était fait en français. J'ai une autre histoire aussi. L'histoire de mon père qui n'avait pas de confiance, qui ne voulait pas à l'école pendant les parent conferences parce qu'il ne parlait pas bien anglais. Les langues des affaires à cette époque-là, étaient-ils surtout en français, dans les usines, dans les usines, pas de question dans les usines. Pendant votre enfance? C'était pas. Il y avait toujours des
tous les panneaux étaient des panneaux en français. ouais. Ici, on parle français. Pour travailler en ville, il fallait parler français et anglais. Moi, je travaillais chez PEX. Je parlais français et anglais. Ouais. J'ai travaillé à PEX. J'ai travaillé à Surtout à cette époque-là, il y avait les gens parlaient beaucoup plus français. Il y avait beaucoup plus de gens qui suivaient leur culture toujours. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devenu très très américain. Assimilé. Et c'est complètement assimilé. Il y a aussi des journaux. Des journaux qui datent de 1800, début 1900. Et dans ces journaux, on voit en fait les problèmes que les Français canadiens, ce qu'ils ont eu quand ils sont arrivés ici, en temps d'immigrés. Et c'était très difficile parce que là, on disait que les Français canadiens n'allaient jamais s'intégrer, qu'ils étaient à part, que c'était des êtres bizarres, parce qu'on est venu avec notre religion. On est venu et quand on s'est installé, on s'est construit des écoles pour apprendre aux enfants notre culture et notre langue. Et notre religion. Et donc c'était très intégré. Et c'est pour ça que c'était très difficile parce que là, les gens qui habitaient ici, il y avait beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Anglais bien sûr. Et ils étaient persuadés que nous, en tant que Français, on ne pourrait jamais s'intégrer dans l'Amérique. Et on ne pourrait pas faire partie du melting pot. Et c'était les choses qu'ils disaient par rapport à nous, en tant que Français, c'était vraiment terrible. Et donc, c'est ça qui a commencé beaucoup. Et on voit la même chose arriver aux nouveaux immigrés qui sont là aujourd'hui. Nouveaux immigrés, tu as raison. Ils sont arrivés, ils ont une religion. Les personnes ne s'habillent pas de la même façon. On pourrait comparer peut-être les femmes et les jeunes enfants qui sont couverts avec les sœurs, les religieuses catholiques qui étaient couverts, les Grey Nuns. Oui, peut-être c'est la même chose qui se passe avec des Somaliens oui, à l'US. Oui, c'est de quoi je parle. C'est la même chose. Ils ne sont pas tous des Somaliens. Oui. Ça, c'est un mot qu'on a donné à ces personnes qui sont arrivées, mais ils ne sont pas que des Somaliens. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés avec une religion qui est différente et ils ne sont pas habillés de la même façon. Et ils restent ensemble. Mais bien sûr, ils vont rester ensemble parce que c'est là où ils trouvent la force. C'est là où ils... C'est trop difficile à s'intégrer dans... Mais tout de suite, oui. C'est comme nous, en tant que Français canadiens, c'était pas évident de s'intégrer. Et les gens ne comprenaient pas. Il y avait le Ku Klux Klan qui était dans le coin. Et à Biddeford, c'était le plus grand groupe de Ku Klux Klan aux États-Unis. Beaucoup plus grand que dans le sud des États-Unis. Donc ces personnes, c'était très difficile. Tu imagines, tu as une croix qui brûle de l'autre côté, enfin en face de ta maison. Tu imagines que les gens, ils ont eu très très peur. Et ils ont décidé, même à cette époque-là, on se cache. On va cacher le fait que nous sommes français. Beaucoup de gens, ils ont même changé leur nom. Le nom de jeune fille de ma mère, c'est Peanut. Et les Peanuts sont devenus Spruce. Mon nom de jeune fille à moi, c'est Pelletier. Et Pelletier, c'est devenu... il y a quelqu'un qui vient d'acheter la maison familiale. C'est un Pelletier aussi. Mais il ne se reconnaît pas en tant que Pelletier. Il s'appelle Pelchi, c'est P-E-L-C-H-E ou un truc comme ça. Donc ils ont essayé et lui, son histoire, c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père ont changé leur nom parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail. Ouais. Donc il a changé son nom et il a décidé de renier son héritage, sa culture, le français. Et même son garçon, il a dit, je ne veux même pas entendre un mot français. Il est carrément énervé si on en parle même. Et ça m'a surpris. J'étais, wow, ok. C'est intéressant parce que c'est vraiment l'histoire des immigrés. Ça arrive, toutes les immigrés qui... Pas toutes, oui, la plupart. Quoi qu'il soit l'endroit. Oui, c'est-à-dire, si il y a des immigrés qui sont
qui font pas part des grandes villes, comme, comme Boston quand même. Il y a des quartiers qui sont toujours italiens là. Oui. Des quartiers qui sont toujours chinois. Oui. Des quartiers, je crois, oui, South oui. Boston, c'est Ben, c'est toujours... pareil en Californie, à Los Angeles oui, et oui. San Francisco. Mais alors, si New York aussi. s'ils ont pu garder leur quartier, alors là, ils gardent plutôt leur langue et beaucoup plus de leur tradition, parce que c'est économique, si vous voulez. Il y a des magasins, des shops, si vous voulez, qui pourraient toujours faire ces choses pour eux. Mais dans des quartiers comme ici, ça peut arriver. Si ça n'est pas arrivé pour les Franco ici à Lewiston et à Biddeford, ça risque de pas arriver pour les immigrés maintenant. Parce qu'on était nombreux quand même. Il y avait 10 000, 30 000 personnes qui étaient que français. Tu te rends compte, ce n'était pas 2 000, 3 000. On a 2 000, 3 000 immigrés maintenant et on dit, oh mon Dieu, on a trop. Ouais. On est venu comme Franco, on a travaillé tous les moulins, les shoe shops. Il y avait une puissance politique quand même et on n'a pas pu s'engager. C'est intéressant. Et y avait-il un quartier très distinct, francophone à cette époque? Ah oui, les quartiers qu'on parle, c'était des quartiers où les il y avait petits des Canada. immigrés. Oui. Et en fait, cette église ici, en fait, St. Mary's, c'était le premier église construite par les Français, par les Canadiens français. Français-canadiens, pardon. Et donc ici, dans le quartier, c'est le Petit Canada. Donc cette église, elle fait partie du Petit Canada. C'est le premier. Voilà. Et donc si on regarde en face, on voit les bâtiments qu'on appelait à l'époque blocks. Ah, ok. Des blocs. Oui. Des blocs. Oui. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que les gens arrivaient sur le train Voilà. au dépôt. Et ensuite, il y avait des marchands ici, FX Marcotte. Ils vendaient des immeubles. Alors les gens qui arrivaient en famille avec 10 enfants, il n'y avait pas une place à habiter. Alors FX Marcotte avait au haut des chambres qui leur louaient et ils leur aidaient à trouver un appartement et à meubler Et l'appartement. mieux compacter le francophonie à Lewiston. Oui, dans et ce sens, ensuite- ils étaient là pour aider. En tout cas. Oui, ils étaient là pour aider. Il y avait beaucoup d'autres marchands aussi qui étaient en train de faire ça. Et les gens travaillaient au moulin, il n'y avait pas de voiture. Alors, il fallait qu'ils habitent assez proches pour travailler. Voilà. Et donc, si on regarde, ben, il y a le moulin qui est toujours en face, il y a Bates Mill qui est juste là. Donc, quand ils habitaient dans le quartier ici, ils n'avaient pas loin d'y aller. Il suffisait de marcher. Et le bâtiment à côté, en fait, c'était le truc. Une église. Non, pas une église, c'était une école. C'était l'école. L'école Sainte-Marie. Et après, de l'autre côté, c'était The Rectory. Oui. C'est ça? Tout au long de la rivière. Oui, c'était Juste, l'école Sainte-Marie à côté. C'est juste à côté, On le faisait des bâtiment juste à classes. côté ici. Bon, et il y avait des endroits pour les prêtres, les sœurs. Et bon, et aussi, alors on faisait la religion ici, le travail là, et il y avait des clubs Ouais, comme le Le passe-temps, passe-temps. qui est juste qui étaient de là-bas l'autre en côté face. de la rue là. Oh, Et en face, alors en Ça fait rentrant, français. Oui. le passe-temps, c'était un endroit où les gens allaient pour se détendre, pour parler, pour jouer aux cartes, pour se détendre. C'était fréquenté avec beaucoup pas d'enfants, mais les hommes. Et ça me fait. C'était un bon repère de la culture. Pensez-vous, c'était une bonne marque. De la culture? Oui, à cette époque, c'était C'était- un endroit pour le préserver. Les clubs, beaucoup d'eux étaient formés sur les racketteurs Oui, j'allais le dire. et aussi sur des aspects musicaux. Oui. Ils jouaient bugle clubs. Et Il y les avait- cuillères, ouais, ouais. Et bon, alors, danser la gigue. alors c'était un effort de rattraper ce qu'ils avaient laissé au Canada. quand Voilà, même. ouais. Ils Ok. ont- Alors, la culture, depuis votre jeunesse, elle a évolué. Elle n'a pas évolué, c'est-à-dire, c'est ça, pour cette raison-là qu'on fait l'effort de
retraper, si vous voulez, des expériences pour des enfants, mais aussi, c'est-à-dire, le travail qu'on fait, Diane et nous, et moi, c'est un travail qui concerne pas seulement le passé, mais c'est un travail qui fait l'effort de mettre en valeur le français et les pays francophones. Voilà. Oui, ça dépasse beaucoup. Ben, c'est pas juste parler du français, les cours, c'est vraiment enseigner la culture, mais pas enseigner juste la culture franco-américaine, mais c'est parler de la culture et du monde francophone. Donc, quand on va, par exemple, maintenant, en ce moment, on est en train de travailler sur les fêtes et les célébrations. Donc, pour faire ça, ben, il faut parler pas que les fêtes franco-américaines, mais c'est aussi les fêtes en France, les fêtes en Suède, les fêtes en Suisse, les fêtes en Belgique. Donc, on essaie de parler en fait de tous les pays francophones. C'est vrai qu'il y a eu une évolution et on a parlé beaucoup de cette évolution du français de quand on était jeune jusqu'à maintenant. Ben, on sait que ben, ça s'est éparpillé et peu à peu, ben, il y a presque plus de français, à part certains individus qui ont décidé, eh ben mince, alors moi je vais continuer à parler le français, je vais aller le chercher cette fois, et c'est pas quelqu'un qui va essayer de me dire que je dois le faire, mais je le fais parce que moi je veux le faire. Et c'est d'essayer de communiquer en fait cette fierté aux enfants avec qui on donne les cours. Moi, je donne les cours aussi aux adultes et j'essaie de faire la même chose avec les adultes. Et quand moi, je vais avoir une prononciation et eux, ils vont avoir leur prononciation canadienne, ben moi, je dis, mais c'est très bien. Il faut garder cette prononciation. Oui, forcément, moi, je vais le dire comme ça, mais c'est pas forcément comme ça. C'est pas la façon de le dire. On peut avoir plein d'accents. Une personne qui va venir du Sénégal va avoir un autre accent. Une personne de Suède qui va peut-être parler français ou de la Suisse va peut-être parler français, mais va avoir un autre accent, va avoir d'autres expressions, mots de vocabulaire. Et c'est ça qui est riche par rapport à la langue française. C'est cette richesse qui est importante. Et c'est pas seulement... je trouve que je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que Diane vient de décrire, et je trouve aussi que c'est important de dire que on sent une certaine résurgence du français dans l'État. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre histoire. On a du support des gens de French Heritage Program de New York. Aussi le consulat de Boston, consulat français de Boston, s'intéresse à ce qui arrive dans l'état du Maine. C'est assez, comment dire, fort, si tu veux, en termes de politique même, que la conférence mondiale des Acadiens, on a choisi l'état du Maine, au nord du Maine, d'avoir cette rencontre. Alors ça commence à dire quelque chose, ça. C'est-à-dire on a en État même, on dépense assez d'argent pour que ça puisse arriver au mois d'août, je crois, l'année prochaine. Alors je trouve qu'il y a une certaine... les générations comme celle de Diane, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'aimerais bien parler français, je l'ai perdu, je ne parle plus. Alors on essaie d'être là pour ces gens-là et aussi à aider à leurs enfants d'avoir la confiance d'enseigner et de supporter le français pour leurs enfants. Donc la langue, elle a aussi évolué de la même façon. Oui, d'accord, absolument. Parce que comme vous avez dit, il a peut-être l'enseignement de français, il a généralisé un peu pour inclure toutes les cultures francophones. Voilà. Et peut-être le vocabulaire et pensez-vous que ça reconstruise le vocabulaire qui était plus de l'Ouistan
Oui, auparavant? absolument, absolument. Ça, c'est sûr. Les mots de vocabulaire que nous avons n'est pas forcément toujours les mêmes mots. Par exemple, on fait quelque chose aussi simple comme catin et poupée. Ben, moi, j'ai appris quand j'étais petite catin. J'ai jamais appris poupée. J'ai appris poupée quand j'étais en France. Donc oui, il y a... Mais catin, c'est tout à fait une autre histoire en France, français. Oui, ça vient Une belle catin, ça veut dire c'est C'était une prostituée. belle... Ah oui, oui. d'accord. Oui, non, mais oui. Je pensais Mais pas en à ça. français, en France. Alors si on disait, oh mais tu es ma belle catin, ma little dog. Il y a plein de mots que j'oublie, que j'ai oubliés. Et dans mes cours d'adultes, ils me font rappeler plein de mots de vocabulaire que j'avais oubliés. Et ben, dans un sens, peut-être j'enseigne le français, mais je suis toujours en train d'apprendre Le français aussi. le français de mon enfance, et ça me revient maintenant. Oui. Ça commence à revenir. Oui. Et ça fait énormément plaisir. Donc il faut dire que malgré qu'on est en train de faire les cours, on est en train d'enrichir, de s'enrichir mutuellement. De partager le propre... Ah oui, mais Voilà. c'est ça l'intérêt. Yeah. C'est ça l'intérêt. C'est tout à fait différent de ce que de méthodes stratégiques que nos profs se sont servis, parce que eux, ils voulaient avoir que la langue de France, qui était la langue française, et c'était tout. Alors, au lieu d'essayer d'intégrer, pas intégrer même, de célébrer la différence. la différence. Et c'est ça qu'on fait. Oui. Voilà. On essaie de faire ça. On va, même aux enfants, par exemple, on va dire joyeux anniversaire. Les Canadiens vont dire bonne fête. Mais si on dit bonne fête en France, c'est par rapport à notre fête de Saint. Donc moi, c'est le 9 juin, c'est la Sainte Diane. Donc si quelqu'un me souhaite bonne fête, je sais que c'est par rapport à la Sainte Diane. Et c'est pas par rapport à mon anniversaire. Ah oui. Donc, et même, il y a encore l'autre différence où les Français du coin disaient bonne fête. Donc la prononciation a changé. Et Jacinthe, quand on est au téléphone, elle va raccrocher, elle a dit à tantôt, au lieu de dire à bientôt. À tantôt. Oui. À tantôt. Et je trouve ça génial. Moi, je dis tout partout. J'adore. Oui. Au lieu de partout. C'est pas tout partout, c'est partout. La première fois que j'ai entendu le mot bienvenue au lieu de rien, ça m'a étonné beaucoup. Oui. Par exemple, oui. voilà. Okay, mais on embrasse tout ça. Et c'est ce qui est vraiment différent. On va jamais dire à quelqu'un non, il faut pas le dire comme ça. On va dire oui, c'est génial, c'est bien de garder ça aussi. Mais en France, on va dire ça. Mais peu importe, tu peux le dire comme ça, mais c'est très bien de le dire comme ça aussi, parce qu'on va le comprendre, et si on ne comprend pas, on pose la question. Est-ce que ça veut dire ça? Oui. Voilà. Et maintenant, c'est bien de prendre le centre ici pour les nouvelles générations, pour garder ces aspects riches, les plus riches de la culture peut-être, et aussi de partager les autres formes de la culture, peut-être parfois la musique et la conversation et la cuisine, peut-être, parce qu'il y a, d'après vous, il y a plus de façons à partager la culture outre que la langue. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Ce sera une bonne idée de faire d'autres genres de cours où on fait un cours où on dit là on va jouer avec les fleurs ce soir et on va faire des bouquets et on fait des cours on fait des bouquets, mais on fait entièrement le cours d'arrangement des bouquets en français, où on peut faire un cours d'art et on fait le cours en français. Oui, ce serait super bien. Donc il y a de l'espoir pour l'avenir des jeunes. Ah oui, oui, bien absolument. Sûr. Et c'est pour ça que... il y a de l'espoir, mais je pense qu'il y a de l'espoir à cause de nos efforts. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de gens dans le coin qui sont en train d'enseigner la culture.
Et c'est pour ça que notre programme, par rapport pas aux adultes, mais avec les enfants, c'est que notre deuxième année. Donc l'objectif après, c'est d'essayer de garder en fait ce programme et de l'intégrer, pas seulement ici, dans quelques écoles, mais de l'intégrer partout dans le Maine. Alors, merci beaucoup. Merci. Et bien derrière. Je vous remercie de m'accorder le temps et de bien vouloir parler de ce sujet. Et on dit au revoir, oui, merci. au revoir, vive le français.